Préparatifs. Le lendemain, dans l'après-midi, tandis que je traîne sous le figuier en sirotant un thé, les poèmes de Lila me réchauffent les sens, et je refais mon Michel-Ange sous les plafonds de la Sixtine. Là, dans mes habits de jeune Buonarroti en fauteuil, je vois passer devant mon portail la plus belle des Florentines en bicyclette. Elle accompagne son sourire radieux d'une rafale tintinabulante, effectuant un superbe dérapage contrôlé au milieu de mon allée. « Salut Mimi, encore à glander ?»« Bonjour Lila, je lisais tes poèmes. J'aime bien celui-là. Le figuier me ravit, pareil à un marbre poli. »« Merci, me dit-elle en posant un baiser sur ma joue. Je reste là une petite heure, le temps de jouer à la campagnarde, et je te laisse, promis. »« Tu ne me déranges pas du tout, au contraire. Hier, ce n'était pas pareil. » Mais Lila n'a pas entendu la fin de ma phrase. Elle a déjà retroussé ses manches, ses pantalons, et commence à cueillir des courgettes. Puis elle refait des sillons, arrache les mauvaises herbes, récolte quelques radis, arrose le jardin, en actionnant la roue qui puise l'eau de ma réserve. À quoi sert que j'explique quoi que ce soit à Lila? Elle devine tout. Elle fait partie de celles qui absorbent les connaissances comme une éponge, mais une éponge qui irait à la rencontre de l'eau. Puis je la vois disparaître vers l'enclos, et je la suis comme au spectacle. J'aime la voir vivre. Mon poulailler, qui avait des petits airs d'écurie d'Augias, redevient net comme il se doit en moins de 2. Lila est une véritable tornade, précise, connaisseuse. Elle donne à manger aux poules, revient avec un petit panier plein d'œufs, me lance un clin d'œil avant de filer à la maison. Quand je la rejoins, elle est en train de passer le balai. « Arrête, Lila, ça suffit, ce n'est pas sale. »« J'ai une idée. Au lieu de me regarder comme une bête curieuse et de rester dans mes pattes, tu vas aller avancer ton marbre. Il me semble que tu profites de ta jambe cassée pour te laisser aller. » Je lui obéis, car cela est dit avec une ironie joyeuse, sans rien de militaire. Et puis, avouons-le, il y a comme un fond de vérité dans ces dires. Je me laisse un peu vivre. Je vais continuer ma forme arrondie. Je l'attaque maintenant à la râpe, après avoir bien fixé le marbre à l'établi. Je suis incapable de vous préciser le lieu d'envol de mon esprit, tant sa destination est floue, pleine d'imprécisions. En tout cas, j'en suis sûr, il navigue à son aise, profitant des heures de liberté que lui laisse mon activité peu exigeante en concentration. L'étape de finition est la plus propice à la méditation, tant les gestes sont machinaux, répétitifs. Tout se fait sans même qu'on en prenne conscience pour peu que les conditions spirituelles soient propices. Or, aujourd'hui, elles le sont. Mes pensées aériennes atterrissent en douceur au moment où mes yeux commencent à forcer. Je me rends compte alors que j'existe, que je suis entouré de matière, qu'un début d'obscurité commence à m'envelopper. Je repense à Lila, tendant l'oreille. Calme plat. Je roule jusqu'à la salle à manger où je fais la lumière. Tout est d'une propreté reluisante. J'ai même du mal à reconnaître les lieux. Pas de Lila. Un mot sur la table. « Miloche, je suis parti. Je n'ai pas voulu te déranger, tu avais l'air trop concentré. Les œufs sont dans le frigo. Je t'ai volé 2 courgettes rouges. Il me tarde de goûter ça. Prends soin de toi. À un de ces jours, Lila. » Ça veut dire quoi, un de ces jours? Elle n'a pas le droit de me laisser dans un tel état d'incertitude. Qu'est-ce que je fais, moi, en attendant? Une petite voix intérieure me conseille de ne pas continuer dans cette voie d'égoïsme profond. J'aimerais pourtant bien poursuivre ma diatribe contre Lila. Cela me la rend encore un peu présente, mine de rien. Mais essayez de vous boucher les oreilles quand le son vient de dedans. J'écoute donc la voix de la raison, et j'observe avec un mélange de gratitude et de culpabilité le ménage que la belle a fait avec soin. Si je la nomme ainsi, c'est parce que je pense être en mesure de lui appliquer cet adjectif, à moins que celui de jolie ne soit plus adapté. Elle n'est peut-être que physiquement quelconque, d'ailleurs, simplement à mon goût. Je manque de repères, de référents, de points de comparaison. À côté du mot qu'elle a griffonné à mon attention, je découvre une salade multicolore. Je m'assieds et je la déguste en pensant à Lila. Assemblage étonnant de produits de mon jardin, c'est une merveille de couleurs. Mes papilles découvrent avec ravissement une composition culinaire inédite, originale, dont le goût exquis est à l'image de sa créatrice. Tantôt doux, tantôt acidulé, cohérent, toujours délicieux et insaisissable. Je vérifie aujourd'hui que la cuisine de qualité prend les accents de l'âme de son auteur.
Par souci de préservation de la nature, et particulièrement de mes amis les arbres, je ne noircirai pas des pages et des pages pour vous décrire ma petite vie, réglée comme une horloge à l'affût pendant les jours suivants. J'attends Lila, je lis beaucoup, j'attends Lila, j'écoute la radio, j'attends Lila, je me promène un peu la nuit, j'attends Lila, je finis mon marbre à la limite du poli. J'attends Lila, je mange, j'attends Lila, je dors, j'attends Lila, j'attends Lila, j'attends Lila, j'attends Lila. Qui arrive enfin, guillerette et chargée de provisions, le deuxième jour de la semaine, aux alentours de midi. Nouveau dérapage sur mon allée, tintement de sonnette, voix forte, soleil. « Salut Mimi, je t'ai pas trop manqué ?» Elle m'embrasse sur le front, dépose son encombrant paquet sur la table en soufflant. « C'est lourd ce machin-là. Tu m'invites à manger ? Repas léger, car ce soir, on fait bonbons. » Mon bonjour Lila n'arrive pas à rattraper la belle qui court du frigo à la table, du poulailler à la cuisine, pas plus que mon timoré murmuré « Si, tu m'as beaucoup manqué », qui se perd dans les grosses fleurs du papier peint. À trop suivre la tornade soufflante dans ma maison, ma nuque commence à donner des signes de faiblesse. Un temps. Sans comprendre comment, je me retrouve à table, les couverts à la main, en train de déguster une nouvelle salade de sa composition, différente de la précédente, mais tout aussi lilas. Après quoi, nous nous attelons à la tâche. En effet, pendant qu'elle saisit l'assiette que je tentais de saucer avec un bout de pain pour la jeter dans l'évier, elle me rappelle l'invitation à dîner que nous avons lancée pour ce soir à Lolek et Danka. Obnubilé par la belle, cela m'était légèrement sorti de la tête. Je joue mal à celui qui se souvient. Oui, oui, bien sûr. Ah non, non, je n'ai pas oublié quand même. Pour qui me prends-tu? Ouais. On commence par le tiramisu, car il doit rester longtemps au frigo. S'il est mou, il est pas bon. Et si le dessert n'est pas bon, le repas est un fiasco, t'as plus d'amis, tu déprimes et tu meurs seul dans ton coin. Tu n'en rajoutes pas un peu, non? Si, peut-être. Je suis fâché avec la demi-mesure. Tiens, tu me lis la recette, tu me tends les ingrédients et moi je cuisine, ok? Lila me tend un papier, puis dépose tout devant moi. Je ne suis bientôt plus visible, assis bien bas dans mon fauteuil derrière un amoncellement composé de paquets de biscuits, d'une bouteille de marsala, de sucre en poudre, de mascarpone, de café. Je commence à lire d'une voix lointaine de mes profondeurs, tandis que j'entends les tac, les whiz, les de Lila qui court, qui bat, qui trempouille, qui mélange, qui court à nouveau, qui termine sa scène par un claquement de porte de frigo digne des plus grands vaudevilles. Voilà pour le dessert. Le cacao, on le saupoudre au dernier moment. J'en salive déjà. Maintenant, à nous deux, putanesca. Même palais, dans les tons de rouge cette fois-ci. Plus odorant, méditerranéen diable. Quelques bruits nouveaux. Celui de l'allume-gaz crépitant sans fin, du butane s'enflammant d'un coup, de petits pots en verre s'ouvrant, exhalant un pop approprié, de la cuillère en bois s'agitant, de la poêle qui s'essouffle. Sauce finie. On fera réchauffer ça au dernier moment pendant que l'eau des pâtes sera sur le feu. La nonna serait fière si elle me voyait. On fait la salade. On l'assaisonnera au dernier moment, sinon elle ressemblera à rien. En début d'après-midi, tout est fini. Ce qui pour moi représente un col de 3e catégorie n'est pour Lila qu'un faux plat. Filant la métaphore intérieure, je m'imagine pédaleur dans la choucroute, enviant la belle en roue libre. Quand je vous disais que le temps est injuste. Nous passons ensemble une délicieuse après-midi, au cours de laquelle nous discutons beaucoup. Je demande à Lila de me mettre au courant de l'actualité internationale, ce qu'elle fait consciencieusement. Elle lit beaucoup les journaux, se documente sur les conflits de toutes sortes, les réformes du gouvernement. Elle peut même me donner quelques résultats sportifs, les plus marquants, me dit-elle, du moins ceux auxquels on ne peut échapper à moins de vivre dans un trou reculé en haute montagne, dans une grotte, ou dans ta tête, ajoute-t-elle avec un sourire malicieux. Lila considère le sport télévisé comme une des choses les plus ennuyeuses du monde. N'allons pas croire qu'elle a une dent contre l'exercice physique. Elle ne comprend simplement pas comment on peut qualifier de spectacle une activité aussi répétitive. Quand je vais crapahuter dans les montagnes, quand je file sur mon vélo, ou que je joue au volley avec les copines, je demande à personne de me regarder en m'encourageant à coups de corne de brume. Elle avoue quand même suivre parfois le Tour de France à la télévision quand elle ressent le besoin de s'abandonner à une sieste paisible. Tu te rends compte, Miloche, qu'un des quotidiens les plus vendus en France ne traite que de sport?
Je crois que je ne me rends pas bien compte, non. Je n'ai d'ailleurs aucun avis là-dessus. J'ai plutôt la vague impression, comme parfois, que mon manque d'opinion n'empêche pas la Terre de tourner. Ajoutons que je suis plutôt du genre à ruminer mes jugements en silence, avant de me fixer sur une position morale que je peux alors tenter de verbaliser. Croyant jusqu'à ce moment-là assister à un monologue, je me sens toutefois tenu de donner à l'improviste mon avis sur la chose. Je mets alors toute la conviction dont je suis capable dans une réponse que je veux passionner et que je ne vous livrerai pas ici par respect pour moi. Je fais chou blanc. Tu t'en fous? T'as raison. Moi aussi d'ailleurs, mais ça fait du bien. C'est l'essentiel. Vers le milieu de l'après-midi, je vais montrer mon marbre à Lila. Elle s'étonne de sa forme inhabituellement régulière. Quand je lui avoue en bégayant un peu, en rougissant beaucoup que c'est elle qui me l'a inspiré, son visage se fend d'abord d'un sourire sceptique. Elle rayonne franchement lorsqu'elle s'aperçoit que je ne plaisante pas, se déclare très fière d'avoir pu être l'inspiratrice d'une œuvre d'art en ce bas monde. Un ange passe, que Lila abat en plein vol, passant du coq à l'âne, me demandant dans un nuage de plumes si ça ne me gêne pas qu'elle aille noircir un peu les feuilles de mon amandier afin de s'exercer à la forme courte, ce qu'elle accomplit sans retard. Désœuvré, je me plonge avec délice dans mon roman, l'histoire peu ordinaire d'un homme et d'un lièvre en liberté. Le coq, l'âne, le lièvre. Lila virevolte, je voyage immobile. Quand notre coin de planète a commencé à tourner le dos au soleil, Lila rentre. Le tumulte des assiettes et des verres qui s'entrechoquent me réveille brusquement. Le livre sur les genoux, la tête en arrière, je m'étais glissé quelques minutes, passager clandestin, à l'intérieur des pages de mon roman, pour un périple à trois. « Tu te serais pas un peu endormi par hasard ?» me lance-t-elle alors que je reprends mes esprits. « Non, non, pas du tout. Je réfléchissais. »« Tu baves toujours quand tu réfléchis ?» Tandis que je me passe un peu d'eau sur le visage, que je tente de dompter quelques mèches élastiques de ma tignasse fauve sans grand succès, j'entends le bruit du moteur de la voiture de mes amis. Je suis plus serein qu'à l'accoutumée. Le repas est plus que prêt, puisque Lila l'a fait. Je n'ai pas à me préoccuper de sujets de conversation, puisque Lila est avec moi. Je pourrais résumer la situation par « Je suis serein, puisque Lila ». Claquement des portières, grincement du portillon, crissement des graviers de l'allée sous les chaussures. Lolek et Danka d'un côté du mur sous le ciel, moi de l'autre sous le plafond, nous parvenons en même temps sur le seuil. « Bonsoir mes amis, je vous souhaite la bienvenue dans mon humble demeure. »« Bonsoir Miloche, » me répondent en chœur les invités. « Nous sommes très honorés d'être tes hôtes et de compter au nombre de tes amis, » rajoute plaisamment Lolek en me tendant 2 bouteilles de vin rouge. Nous nous dirigeons vers la cuisine, où nous prenons Lila en flagrant délit d'essuyage de main dans le tablier qu'elle a enfilé pour ses travaux culinaires. La fille de la campagne ne ressent pas le moindre atome d'embarras, mais c'est la fille du monde qui prend le dessus pour l'occasion et qui ôte en vitesse son habit de travail en s'excusant de l'incorrection de ses manières. Ça ne se fait pas de recevoir les invités dans cette tenue, allons. Elle s'est fait belle, un coup de crayon léger sur les yeux, un chemisier joli met en valeur sa silhouette. Mon tablier de cuisine, trop grand, lui seyait déjà à merveille. Je perds en objectivité ce que je gagne en admiration. Lolek va pour présenter Lila à sa femme. Avant qu'il n'ait pu prononcer un traître mot, elle le coupe, le laissant là, bouche ouverte et main présentatrice. « Je suppose que vous êtes Lila » dit Danka en tendant, elle, une main souriante. « Et toi, je parierais que tu es Danka » dit Lila en ignorant le vouvoiement, sans tenir compte de cet ensemble de mains qui s'agitent, embrassant la femme de Lolek sur les 2 joues, ce qui semble les ravir toutes les 2. Les bises claquent, les prénoms fusent. La spontanéité des rapports humains m'a toujours sidéré. Danka offre un bouquet à celle qui a pris le rôle de la maîtresse des lieux. « Des roses jaunes !» s'exclame Lila, symbole de joie, de gaieté, d'amitié. À l'aise dans son rôle d'hôtesse, comme du reste dans les autres situations de la vie, elle nous fait asseoir dans le salon. Aujourd'hui, c'est une soirée italienne, parce que c'est comme ça. Lila est un peu italienne, dis-je aux invités, avec une fierté exotique. Si, un peu. Je vous propose un apéritif, un spritz. Campari, vin blanc ou gazeuse. Spritz pour tout le monde? Avec plaisir. Ça nous rappellera notre voyage de noces à Venise, répond Lolek.
Oui, je sais, c'est un peu convenu en voyage de noces à Venise, mais il se trouve que nous ne sommes pas mariés. On peut donc se permettre de faire plusieurs voyages de noces quand ça nous chante. L'an prochain, on en fait un à Barcelone, puis un de ces jours, on aimerait se prendre une grosse semaine pour un voyage de noces en Bretagne. On dit que c'est beau là-bas. L'Annonciation. Et les noces, c'est pour quand? Demande Lila en préparant les cocktails. Je crois qu'on va se limiter au voyage, intervient Danka. On vit ensemble depuis 10 ans, et on n'a aucune envie d'officialiser la chose. En plus, j'aime mon nom de famille. J'y tiens. Je veux le garder jusqu'à mon lit de mort. D'ailleurs, on est en pourparlers avec Lolek pour le transmettre. À qui? Manquai-je. Eh bien, bon, j'en ai déjà trop dit. Lolek m'a dit qu'il t'avait averti qu'on avait une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai deviné, sourit Lila en déposant 4 verres au bord mordu d'une rondelle de citron. Tu veux dire que... interrogeai-je, glissant dans mes points de suspension la question. Ma tête se balade de Lolek à Danka, comme si j'assistais à un match de tennis silencieux. Mes 2 amis opinent lentement du chef. Danka pose ses mains sur son ventre. Oui, je suis enceinte. De 6 semaines. Ébobissement ravi de ma part, mot de félicitations de Lila qui demande à la future maman. Je peux t'embrasser? Bien sûr. Et je fais de même, serrant chaleureusement la main à Lolek qui me chante les yeux brillants. Je vais être papa, Miloche. Je vais être papa. Lila apporte avec cérémonie un grand verre d'eau gazeuse à Danka, et nous trinquons à la santé de l'embryon. La génitrice en devenir trempe les lèvres dans le spritz. Une petite gorgée, ça va pas le tuer. Que c'est bon! T'inquiète pas, ma chérie, je vais le finir à ta santé, se sacrifie Lolek. C'est un garçon ou une fille? C'est un peu tôt pour savoir, Miloche. Il n'y a que le marc de café à ce stade. Il se trouve que je ne suis pas très au fait de ces choses-là. Depuis ma naissance, je me suis rarement préoccupé du sexe des êtres humains. Danka et Lila sont des femmes. Aimé, Lolek et moi sommes des hommes. Les embryons, je n'en connaissais pas. Je regarde le ventre de Danka, tout à mes réflexions, essayant de percer le mystère de la vie. Les futurs parents parlent de prénoms, et s'ils sont presque décidés, il subsiste encore quelques imprécisions, les ultimes éliminations à opérer pour élire le vainqueur dans la liste. Ils ne veulent encore rien nous en dire, ils savent simplement, je ne sais par quel accord secret, que le prénom du petit ou de la petite commencera par un L, et je lance immédiatement Landru. Proposition qui n'est pas validée. Dans mes pensées, je visualise le bébé sortant du ventre de sa mère tout barbu, le regard pénétrant. J'ignore qui tranche dans ce genre de choix. Ce doit être la femme, car c'est elle qui porte le bambin après tout. La décision finale ne peut que lui appartenir. Je me mets à la place de la maman. Je ne me vois pas porter pendant 9 mois un enfant que je veux à tout prix appeler Pierre, et que mon homme a décidé de prénommer Évariste, ou Emphysème. J'aurai recours au chantage. Si on n'appelle pas comme ça, il ne sortira pas. Un point, c'est tout. Danka a les pleins pouvoirs. Si cela lui chante, elle peut prétexter des maux de ventre atroces depuis que le petit embryon a appris le futur prénom donné par le père. Elle peut assurer que le fœtus, tiraillé par des tortures psychologiques, n'arrive pas à s'endormir le soir, souffre de problèmes digestifs, d'eczéma. Bien sûr, il transmet son malaise à la mère qui se met dans des humeurs massacrantes exagérées pour prouver à son homme qu'il faut débaptiser le bébé dans l'œuf. Et puis, avouons-le, je suis persuadé que la décision revient dans la majorité des cas à la femme, même si elle a l'intelligence de faire croire le contraire. Tous les romans vous le diront. Les sources manquent, mais j'ai comme l'intuition que M. Ravaillac a consulté madame avant de planter sa dague dans le cœur d'Henri IV, que l'archiduc Ferdinand d'Autriche a été assassiné par un sanguinaire en puissance, ayant pris sa décision finale après conseil sur l'oreiller, que madame Lee Harvey Oswald a mis une main sur l'épaule de son homme, indécis, la tête dans les mains, en lui susurrant « Écoute, mon chéri, si ça te fait plaisir, fais-le ». Que madame Clovis, au dîner, a soufflé à son mari les moustaches dégoulinantes de soupe en pleine crise d'autorité. « Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, tu me connais. Mais si tu lui rappelais le vase de Soissons, que le droit de vote de nos égales n'est pas une idée qui a germé dans un crâne masculin, et que madame Mitterrand, au lever, a affirmé à son homme en train de se raser. « Écoute, mon François, j'ai réfléchi,
c'est dépasser la peine de mort. S'il fut un temps où la femme n'avait pas droit d'agir en pleine lumière, on ne lui a jamais ôté son droit de bon conseil. Là, j'ai envie de dire. Ne bataille pas, Lolek. Tu sais très bien que c'est Danka qui choisira le nom du petit. 3 têtes se retournent vers moi. 4 avec la mienne. Oui, je me retourne de l'intérieur, comme si quelqu'un dans mon crâne avait pris possession de mes cordes vocales. Apparemment, je n'ai pas fait que penser ma réplique. Encore une parole que je regretterai demain. Reprenant les rênes, je rajoute. Enfin moi, je dis ça. Puis j'engloutis mon spritz, cul sec, et je mange le citron, peau comprise, avant de reposer le verre à grand fracas sur la table. On ne m'a pas lâché des yeux, je regarde mes pieds. Pour meubler, car cela se fait, je rajoute. Il faudrait quand même que je sache le sexe de votre petit au plus vite pour savoir si je lui offre un nuage de marbre rose ou bleu pour fêter son arrivée. Promis, me répond Danka. Dès qu'on le sait, on t'envoie une lettre. Là, il y a encore un petit blanc, dont ma maladresse récente est peut-être la cause. Lolek brise le silence. Dis-moi, Miloche, t'en as pour combien de temps avec ta jambe? Nous embrayons sur mon fauteuil, sur mon hospitalisation, sur la guérison. Je sens que l'on voudrait que je donne plus de détails, que j'étoffe, mais je ne sais qu'énoncer les faits. D'autant que parler de ma santé, ce n'est pas mon fort. Je conclus ma courte réponse par un « Voilà, bien senti ». Puis, percevant mon malaise domestique, « On passe à table », ordonne Lila, point d'interrogation pour la forme. Pour tenir sa promesse, car c'est important, Lolek finit son verre ainsi que celui de Danka, tiraillé par le démon de l'envie. Je scrute le fond du mien, basculant la tête en arrière pour aspirer la dernière goutte du cocktail italien, avant de rejoindre la table.